venu, en tout cas à la PCP. Je pense que vous me connaissez, c'est moi qui ne connais peut-être pas tout le monde, mais enfin, voilà, je suis Marc Morel, donc le président de la PCP, et Renaud Grande-Manche, donc, qui est là, et qui est le secrétaire de l'association. Vous le connaissez puisque vous recevez beaucoup de mails de sa part, il s'occupe de toute la partie administrative. Voilà, donc j'ai créé cet atelier de pédagogie et de pratique instrumentale parce que je pars du principe qu'une joie partagée est une joie double. Effectivement, j'ai lu le livre d'Esther très rapidement dès que tu m'en avais parlé, et j'ai vraiment trouvé ce travail très riche, très intéressant, et je trouve que c'est vraiment merveilleux de le partager, parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu, comme on dit, mais c'est tellement vrai. Voilà. Donc, eh bien, écoute, je suis ravi que tu sois là aujourd'hui pour nous faire partager ton magnifique travail, car c'est un travail très riche et qui va nous être utile, en tout cas, à nous les enseignants. Et tout à l'heure, nous allons boire un pot, il y aura du champagne, il y aura des champagnes énergie, des bonnes choses à boire, un bon cocktail, je vais vous préparer. Et puis, pour ne pas oublier, parce que je sais que je peux penser au cocktail et pas au reste, c'est une petite carte cadeau. Je le fais d'abord maintenant parce que je risque d'oublier après. Voilà, c'est une carte cadeau de la PCP où tu peux acheter ce que tu veux dans plusieurs C'est gentil comme tout. Voilà, on offre ça aux invités. Merci. Bonne séance. On ne peut pas avoir de subvention pour empêcher les intervenants. Merci beaucoup, Marc. Je suis vraiment heureuse d'ouvrir ce cycle, cette série d'ateliers que la PCP porte avec grand enthousiasme. Alors, c'est un honneur. Merci beaucoup de m'avoir invité pour le premier. Juste pour me présenter, comme la plupart d'entre vous, je suis artiste enseignante et chercheur en pédagogie, en neuropsychologie de la musique appliquée à la pédagogie. Alors, du côté enseignante, j'ai une classe de piano au conservatoire du 6e. J'ai également ouvert un atelier de piano collectif avec un accent particulier sur le répertoire de musique contemporaine des compositeurs vivants. Et j'ai aussi beaucoup de plaisir à encadrer souvent les stages de didactique pour les élèves qui font la formation au DE ou au CA. Alors, du côté de la recherche en neuropsychologie de la musique, juste pour donner un peu le cadre de mon travail, le thème principal de ma recherche, c'est l'écoute intérieure et l'interprétation pianistique, avec une approche surtout phénoménologique, mais aussi cognitive, avec le laboratoire de neuropsychologie de l'Université de Caen. Alors, dans l'acception que je donne dans ces travaux à l'écoute intérieure, c'est quelque chose qui renvoie vraiment à la représentation interne de la musique. Parce que quand on parle d'écoute intérieure, on pense surtout à la capacité que nous avons d'écouter le son dans notre tête sans une source physique de son. Or, la manière dont elle est présentée dans mes travaux, c'est quelque chose de plus large, une représentation montante de la musique qui va être d'une nature multimodale, parce que sur le plan perceptif, on a la perception de visuel, tout le côté gestuel, le toucher et toutes les composantes évidemment auditives, mais qui sont en association constante avec d'autres ressources comme nos capacités analytiques, que dans le jargon on appelle les fonctions exécutives, les émotions et la mémoire. Alors, à partir de ces deux questions de principe que je m'étais posée, parce que c'est sans doute la pratique en tant qu'enseignante qui m'a fait petit à petit me questionner sur comment fonctionne notre cerveau quand on fait de la musique. C'est ça qui m'a fait m'investir dans un doctorat en psychologie cognitive. Alors, à partir de ces deux questions, quelles sont les capacités cognitives qui sont impliquées dans l'audition intérieure des musiciens. Et après, quelque chose d'assez que vous connaissez tous, ce moment préalable avant de jouer, qui est un moment d'introspection particulier où notre mémoire va faire appel à tout ce que nous avons stocké pendant la pratique et pendant nos expériences, que ce soit sur le plan perceptif, sur le plan émotionnel, sur le plan gestuel. Et alors, comment le cerveau articule tout ça? C'est pour ça qu'on parle de marqueurs émotionnels de la mémoire. On ne peut pas séparer l'un de l'autre.
pour une exécution instrumentale. Alors à partir de ces questions, j'ai mis deux hypothèses principales, c'est-à-dire que l'écriture musicale va exercer une forte contrainte sur la manière dont on va jouer, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de ce qu'on joue, comment on fonctionne au niveau cognitif. Après, que le profil du pianiste, alors je précise juste que évidemment je parle à chaque fois des pianos, parce que c'est ma pratique, mais que beaucoup de toutes ces considérations sont extrapolables évidemment à n'importe quel instrumentiste. Après, il y a la spécificité technique de chaque instrument. Mais on est bien tous de la même espèce et sur un plan cognitif, on fonctionne plus ou moins de la même manière dans ces grands traits hein, de comment les aires associatives de notre tête et notre corps fonctionnent pour faire de la musique. Alors, le profil cognitif du musicien serait une variable importante. Il y a des différences individuelles très importantes, l'histoire de chacun, les modes d'apprentissage, et aussi, en parlant au profil, si vous voulez, la troisième hypothèse est une conséquence de la deuxième, comment la formation initiale est une variable après et va conditionner le fonctionnement du musicien. Alors, les objectifs, vous savez pourquoi ça m'intéresse et pourquoi je le fais, pour avoir identifié et analysé ces processus, et aussi avec l'idée, in fine, de pouvoir appliquer ces connaissances dans une perspective pédagogique, dans des situations de didactique. Alors, pardon, dans l'autre sens. Alors, on m'a invité aujourd'hui ici pour parler de mon travail et pour parler un peu de ce livre qui est paru juste avant l'été, Le corps musicien. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais véhiculer dans ce cadre d'une rencontre comme ça, mais c'est un exercice qui est très difficile, grosso modo 1h30, 2 heures de temps. Alors j'ai dû faire des choix. Le livre, il a un lien direct, si vous voulez, avec mes travaux de recherche. Parce que comme vous venez de le voir, dans le cadre de ce que je vous ai un peu dit sur mes travaux, toutes les questions motrices, évidemment, sont impliquées, mais de la manière dont j'aborde le corps musicien ici, qui est un ouvrage, qui est, je dirais, un petit ouvrage pour avoir une vision un peu d'ensemble, c'est quelque chose qui est à côté. Évidemment, je vous en parlerai un peu, et pour les retombées pédagogiques qu'il peut avoir, mais je vous parlerai surtout des questions plus de fond, un peu théorique, puisque moi je souhaitais aussi faire un atelier pratique aujourd'hui, mais comme on ne pouvait pas avoir un piano et je ne pouvais pas inviter des élèves pour faire des mises en situation pratiques, bon, ça sera un peu plus théorique. Alors, du coup, j'ai souhaité également qu'à la dernière partie de cette matinée, il y ait une personne qui est là, Anne-Gabrielle Château, qui est la directrice de l'association d'Alcrose France et qui est docteur en rythmique d'Alcrose et qui s'occupe de beaucoup de formations. Je parle tellement de cette approche dans mon livre que j'ai trouvé que ça serait une synergie très intéressante, qu'on soit un peu en collaboration et que le temps de questions qu'on va se donner après puisse être aussi des questions croisées. Alors du coup, j'irai un peu plus dans la partie de fond sur des questions des sciences cognitives et Anne-Gabrielle vous parlera un peu plus de tout ce qui est rythmique, c'est-à-dire le corps et le mouvement, bien que je l'aurais évoqué là quand je vais vous parler du livre. Alors, en pratique, on va faire, je pense que le temps de questions, ça serait bien qu'on le garde après. Parce qu'après, quand on s'enchaîne, que je puisse, bonjour, en principe, parler de tout ce que j'avais prévu. Mais s'il y a des points qui ne sont pas clairs ou pour vous, ça peut empêcher la suite, un point qui n'est pas compris, n'hésitez pas à me faire signe en disant oui, ça, c'est pas clair et je précise. Hein. Alors, par rapport au livre, d'abord. Alors ce livre qui est paru, on l'a présenté au Salon Musicora avant l'été, l'année dernière. Après, il a fait l'objet
d'une présentation aussi à la médiathèque de la Philharmonie, de la Cité de la Musique. Ça a été plutôt une discussion ouverte, c'était pas une rencontre comme celle qu'on aura aujourd'hui, hein, qu'on a. Et après, il y a eu aussi une émission sur Métaclassique avec David Christopher. C'était une émission d'une heure et que vous pouvez, si ça vous intéresse, aller la consulter. On trouve le podcast un peu partout. Elle a été mise aussi assez régulièrement. Alors, le cœur ou la raison première de cet ouvrage, pour moi, est une conception, faire passer une conception holistique du musicien. Il y a quand même une dichotomie qui est souvent véhiculée, comme quoi l'esprit et le corps ne vont pas toujours ensemble. Et ça, évidemment, vous qui êtes musicien, vous savez que ce n'est pas comme ça. Mais je sens malgré tout que, notamment en France, il y a cette partie qui fait penser que l'esprit, ce sont des fonctions supérieures, le corps étant... Il y a quand même une conception qui ne va pas dans le bon sens, surtout pour la formation des jeunes musiciens. Puisque dans les conservatoires, notamment dans le réseau de nos conservatoires de la ville de Paris, les approches corporelles sont, j'ose dire, quasi inexistantes dans le cursus de formation. Il faut que soit la famille est déjà un peu sensible à la question, ils vont chercher de notre côté. Il y a évidemment des cours qui sont proposés, mais avec un regard finalement pathologique sur la question du corps. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, là on va s'en occuper. Or, c'est une pratique saine au départ, mais voilà, cette approche rationnelle demeure quand même l'approche principale. Et je voulais, avec ce texte, élever une voix en disant c'est pas possible que ça soit comme ça, réfléchissons, voyons aussi comment ça se passe dans d'autres pays. Et voilà, un peu le catalyseur en fait de cette... ça faisait longtemps que j'avais envie de l'écrire, mais à un moment donné, il y a eu 2 moments qui m'ont aidé pour dire voilà, je vais le faire, je vais oser l'écrire. Ce qui était quand même aussi un peu un challenge pour moi, puisque le français n'est pas ma langue maternelle. Alors voilà, l'écriture, ce n'est pas la même chose que quand j'écris en catalan. Voilà, c'est peut-être aussi ça qui freinait un peu. Alors du coup, j'ai fait un séjour à la Chapelle Royale en Belgique. J'avais sollicité Maria João Pires, qui est tout à fait... elle a un discours aussi sur cette importance du corps dans le jeu qu'on ne peut pas négliger. Elle a, disons qu'on partageait beaucoup de choses dans ce sens-là. On en a parlé, elle m'a dit oui, tu viens quand tu veux, et j'y suis allée souvent, échanger pas uniquement avec elle, mais aussi il y avait le quatuor Artemis à ce moment-là, et je me rappelle aussi des très belles conversations sur la question avec Gary Hoffman par exemple. Et ensuite, je suis partie aussi à Genève, j'en parle aussi dans le livre. En fait, j'avais postulé 2 fois pour faire une mission européenne, qui s'appelle la mission Léonard, qui est un programme d'échange de compétences dans les villes européennes. Alors, en 2016, j'avais été retenue et j'ai fait le choix de la Suisse, et c'est pas un peu par hasard, pour faire une étude sur les enseignements artistiques, parce que la Suisse, c'est quand même le seul pays, là, de notre entourage, et je ne sais pas si aller plus loin, en tout cas que je connaisse, qui a inclus dans la Constitution le droit du citoyen à avoir une formation artistique de qualité. Il précise que ce soit dans la musique, la rythmique d'Alcroze, qui est présente à l'école déjà à partir de 6 ans, et de la danse et du théâtre. Alors moi, ça me paraît très très important parce que quand cette votation, qui s'appelle des votations, a reçu le 72%, enfin 0,7%, l'aval de la population, ça veut dire quelque chose. Que la formation artistique est quelque chose de très très important pour eux. Et du coup, je trouve que souvent, d'ailleurs ici à l'école, c'est un peu négligé, c'est toujours, bon oui, en maths, oui, il faut être bon, mais ça n'occupe pas, c'est pas important. Je pense que la conscience d'une société par rapport à l'art est très importante. Alors je me suis dit que c'était un peu le pays approprié pour y aller. Je me suis retrouvée avec
cette mosaïque de conservatoires, hein, des écoles, que comme vous pouvez un peu voir, ce sont des écoles qui ont des identités fortes et des approches très différentes. Avec ce qui, par exemple, l'école des musiques actuelles, l'enseignement il est uniquement sur les musiques actuelles. L'Institut Jacques Dalcroze, la quatrième photo, ben, tout l'enseignement est basé sur la rythmique d'Émile Jacques Dalcroze. Aussi le conservatoire, là, la dernière photo en bas à droite du studio Kodály, tout leur enseignement est basé sur la méthode de Kodály. Alors, puisqu'Anne Gabriel vous parlera plus de Dalcroze, je vais juste vous parler un tout petit peu de Kodály. Ce qui m'avait intéressé de ça et qui a fait éveiller beaucoup de choses que je voulais dire dans ce livre, c'était l'importance des pédagogies actives, une présence très importante des pédagogies actives et une vraie place du corps dans l'enseignement. Notamment ici, quand je suis allée en observation dans les classes de formation musicale, voilà, je me retrouve avec les chaussures dehors, pas de table, pas de crayon, pas de chaise, et tous les enfants, voilà, tous passés par le chant, le mouvement. Ça, c'est des cours dispensés par le studio Kodály dans des écoles primaires. Est-ce que vous connaissez tous l'approche de Zoltán Kodály en pédagogie? Non? Bon, alors juste un mot. Juste un mot, c'est... Ah, voilà, ici. Alors, Zoltán Kodály, qui était le frère d'armes, on va dire, de Béla Bartók, dans le renouveau de la musique hongroise, il a fait un travail assez incroyable d'un point de vue d'ethnomusicologie, hein, pour récupérer tous ces chants de musique traditionnelle, mais il était un grand pédagogue et il a pu compter, ou il a su faire avec la politique du moment pour que l'éducation artistique, notamment la musique, soit vraiment placée au centre de l'éducation à l'école. Parce qu'il considérait que c'était ça qui pouvait, dans une société, éduquer vraiment vers, vous voyez la phrase, que ça devait être vraiment à partir de l'école maternelle et que c'est cette éducation esthétique qui allait apporter vraiment les fruits. Alors, la particularité de l'enseignement de Kodály, c'est que c'est un enseignement par le chant et surtout par une expérience, là on peut le classer comme une méthode active, d'abord intuitive et perceptive. Ils passent tous d'abord par l'expérience de faire de la musique avant de savoir vraiment ce qu'ils font. Hein, c'est cette expérience d'abord intuitive. Alors, il essaye de travailler surtout la conscience des intervalles, c'est-à-dire que c'est une échelle mobile. Les degrés de la gamme ne sont pas alignés comme pour l'oreille absolue sur des fréquences fixes. Ça, il considère que ça n'a pas tellement d'importance, l'oreille absolue est bien, mais l'oreille relative est beaucoup plus importante. Et alors, en travaillant sur cette échelle mobile, c'est-à-dire que la tonique va bouger, que je fasse Do, Mi, Sol, ou que je fasse, ça pour moi c'est encore difficile, Ré, Fa, je suis partie sur la même fréquence, or le Ré qui sera à ce moment-là la tonique va être détaché de l'aspect de la fréquence fixe qui est ce qui signe une oreille absolue. Hein. Un son correspond à une fréquence et ça ne peut pas s'appeler autrement. Alors ça donne une telle souplesse, je vous dirais aussi que j'ai vu des choses absolument extraordinaires avec les accompagnateurs. Ils baignent un peu dans ça dès le début et transposés, ils ne s'en rendent même pas compte de ce qu'ils font, je dirais. Et c'est cette éducation de l'oreille relative très tôt qui donne ça. Après la sténographie il y a d'autres pédagogies aussi hein, qui travaillent comme ça, et par exemple, mais le fait de placer les notes par rapport à une échelle et au son, et après le do, et à une disposition dans l'espace, fait que pour l'enfant, il y a une composante gestuelle qui est tout de suite attachée aux intervalles et au son. Alors, juste pour voir comment on travaille ici, avec la permission évidemment de la maman de cet enfant, il est
Je ne vois pas. Ah, si, ça y est, je la vois. Bon, c'est-à-dire qu'ils utilisent surtout, d'abord ça a été le chant, et après du matériel un petit peu comme l'approche aussi de Montessori. Hein. Mais disons, quelque chose qui est très ludique, qui est toujours attaché à la voix. Alors, évidemment, après, il s'imposait un petit peu à une mise en miroir de nos pratiques dans le réseau des conservatoires. Là, c'est le règlement de la ville de Paris qui a été... bon, il y a eu des longues réunions entre directeurs pour finir avec ce règlement. Il faut... Moi, quand j'ai lu, et c'est pour ça que je vais vous apporter aujourd'hui une page, ça c'est page 39. Et je me disais, le mot corps n'apparaît pas. Et j'ai dû arriver jusqu'à la page 39 pour voir la première fois une référence au corps. Là, l'enfant doit pouvoir ressentir puis reproduire corporellement avec une grande précision une pulsation, sa division, un rythme, un geste mélodique, une carrure. Et ça fait partie des compétences à la fin de premier cycle, c'est-à-dire au bout de 4 ans. Et je me demandais comment on arrive à ça au bout de 4 ans s'il n'y a eu aucune approche corporelle avant. On a été avec sa table, avec son crayon, avec son ordinateur, mais bon, pour les enfants qui ont la musique déjà d'une manière innée, évidemment, ça marche. Mais la question n'est pas là. Hein. En tant qu'éducateur, nous sommes là pour former tous les profils d'enfants. Alors, aussi toujours dans le règlement de 2019, et ça c'est 2 pages encore plus loin, on voit... pour la deuxième fois, cette fois-ci, l'enfant lit une partition, crée ainsi un univers musical sonore, et là, il y a quelque chose qui est parti. Ça, c'est un passant d'ordinateur, il y a quelque chose qui bouge légèrement. Enfin, c'est pas grave, c'était encore une autre allusion au corps en disant l'enfant, il est libre dans son corps. Et je me suis posé la même question. Comment on est libre dans son corps quand on n'a jamais travaillé son corps avant ? Alors, pour revenir par exemple, j'aimerais bien vous lire juste un passage que j'aime beaucoup de Jean-Claude Pentier, que j'avais mis dans le livre, qu'il dit « Certains musiciens me donnent l'impression quand ils jouent d'avoir une tête et des mains dessinées en gras et le reste du corps en pointillé. Le résultat est rarement satisfaisant dans ce cas. » Je pense que vous voyez très bien de quoi il parle. Évidemment, dans le rôle de transmission d'un musicien, la musique n'est pas incarnée. Et quand on dit incarnée, c'est évidemment le tout, du bout des orteils jusqu'à la pointe des cheveux. Il y a quelque chose qui... on a passé à côté de quelque chose. Alors, dans cette réflexion, la publication et le livre, je voulais juste partager avec vous ces phrases qui me paraissent avoir une résonance particulière, celle de Kodály, où il dit clairement qu'on ne peut pas saisir la musique par l'intellect et qu'il faut que nous préparions pour l'enfant une voie d'interception directe et intuitive. Aussi, ça va dans le sens, disons, des pédagogies actives, de ce que je viens déjà de vous dire, une réflexion d'un chercheur qui a changé complètement
le cap des recherches en sciences cognitives. C'est Marc Lehmann. Je n'ai pas mis son année de naissance. Marc Lehmann doit avoir autour de 40 ans. Il est professeur à l'université de Gand. Et c'est lui qui a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie de la cognition incarnée. La première personne qui a changé les études qui se font en musicologie systématique, c'est-à-dire la partie des sciences humaines de la musicologie, qui travaille à l'interaction avec d'autres domaines, des sciences plus dures, on va dire. Le premier qui a complètement changé l'approche de ce qu'on appelle les performance studies a été Antonio Damasio, qui a mis les émotions au premier plan. Les travaux de Damasio, il est neuroscientifique à l'Université de Californie. Il avait ouvert, ça a un grand succès aujourd'hui, quand il y a un de mes directeurs de thèse, Hervé Platel, qui présente les journées musique et cerveau à France, à Radio France, il y a toujours un monde, enfin ça suscite beaucoup d'intérêt, parce que la musique est quand même un modèle très important pour étudier le fonctionnement cognitif, parce qu'on fait des tas de choses en même temps, et il y a peu de pratiques humaines qui rassemblent autant de facultés croisées. Alors Marc Lehmann, lui, il a fait cette théorie de l'embodied cognition, de la cognition incarnée, qui dit que toute perception, déjà la perception de la musique passe forcément par le corps et par l'effet des neurones miroirs entre le corps de l'exécutant et de celui qui écoute. Disons qu'il a placé le corps au centre de sa recherche. Et une dernière réflexion, et ça porte plutôt sur quelque chose que j'évoque souvent dans le livre aussi, ce sont des approches somatiques qui sont très utiles pour les musiciens. Là j'en cite une, mais je pourrais citer des phrases d'Alcroze ou d'Alexander. Alors Feldenkrais, qui a créé la méthode Feldenkrais, il dit ça, je trouve très pertinent et qui s'appliquerait à beaucoup de choses aussi, que si vous ne savez pas ce que vous faites, évidemment vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ça implique que la prise de conscience est capitale. Et la prise de conscience corporelle, c'est sur ça qu'il a travaillé, est un des outils, notamment pour les acteurs et pour les musiciens, pour avoir une technique aussi très performante. Alors, du coup, ça c'est un des noyaux de mes travaux de recherche, c'est-à-dire l'interdépendance fonctionnelle qu'il y a entre l'affectif, la motricité et la partie, on va dire, rationnelle, ce sont toutes les fonctions exécutives. Et ces trois réflexions de Kodai, de Feldenkrais et de Lehmann vont aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut considérer la pratique musicale d'une manière holistique et globale. Alors, du coup, avec déjà l'aval de notre inspecteur qui est en train de travailler maintenant au 6e arrondissement, je l'ai vu et je lui ai dit qu'une des conséquences de ce travail était pour moi d'ouvrir un atelier de pratique somatique pour les musiciens. Ça peut s'appeler peut-être autrement, ça j'ai encore à y réfléchir, mais dont les objectifs vont être les suivants. Pour les musiciens, avoir un lieu où ils vont pouvoir travailler le corps en lien avec l'instrument, avec la musique, pour travailler leur psychomotricité, la conscience corporelle, la respiration, et du coup, pouvoir intégrer de manière tangible les éléments qu'ils ont vus à la formation musicale, notamment au niveau du rythme. Également, évidemment, l'investissement, de quelle manière ils gèrent ou ils mobilisent leur corps à l'instrument et quel est le rapport avec la production sonore, ce qui est peut-être moins évident pour nous pianistes que pour quelqu'un qui joue d'un instrument avant ou un chanteur. Hein. Mais malgré tout, le lien, je dirais qu'il est aussi direct, peut-être moins évident, mais aussi direct. Alors, il y a un dernier point qui est très important et dont on ne s'occupe pas du tout, c'est la préparation physique et mentale pour jouer en public. Les enfants, quand ils sont très petits, ils vont jouer en audition, en concert, comme s'ils étaient chez eux, mais dès qu'ils sont à la période de la puberté, l'adolescence, évidemment, ça prend d'autres enjeux, le regard des autres. Et souvent, c'est le trac qui arrive à cette période-là. Et sauf que le professeur d'instrument les aide, les accompagne, leur donne quelques
quelques conseils. Autrement, on ne s'en occupe pas. Ils sont laissés à vous, oui, c'est comme ça, tu sais, tout le monde a le trac. Oui, mais quand même, il y a des choses qui ont été développées et qu'on peut faire pour vivre un peu mieux la situation. Alors, c'est tout ça qu'on va travailler dans ces petits ateliers. Là, juste pour vous donner un peu pour illustrer un peu ce qu'on va faire, je pense qu'au niveau de la posture, par exemple, il y a quelque chose de plus que basique, mais qui n'est pas clair pour la plupart des élèves. C'est que la question du dos, d'avoir une bonne organisation posturale, part surtout de la position assise, là, donc pour les pianistes, c'est-à-dire dans la position du bassin. Ça dépend de l'angle de rétroversion, antéversion de notre bassin. Ça va conditionner la posture du dos. Alors quand les parents déjà, mais tiens-toi droit, redresse ton dos, ils posent au dos. Or, c'est pas tellement au dos qu'il faut penser, mais au bassin. Mais sentir ces appuis au niveau du bassin, c'est pas toujours évident. Bon, on va travailler alors ce genre de choses, parce que moi, en général, dans les cours, je passe quand même du temps à faire ça, et je pense qu'après, je n'ai pas le temps de tout faire. Et c'est pareil pour tous les professeurs qui s'en occupent un peu. Alors, par exemple, pour la posture, après de vous, évidemment, on va faire des exercices et travailler un peu l'expression corporelle pour éveiller les appuis dans la position debout, travailler la respiration, évidemment, capitale. On dit parfois, les pianistes, vous ne respirez pas, c'est un peu vrai. Pour tout ce qui est... Là, on va aller plus vers le cerveau. Dans la préparation pour la gestion du stress et du trac, je vais vous présenter cette vidéo qui est assez illustrative de comment on fonctionne sur ce plan-là. Je ne vois pas la petite barre. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous entendez? Non. Il y a peut-être une son à monter ici, je ne sais pas, j'entends. Oui, ça il faut le faire parce que tout à l'heure aussi j'ai essayé. Ah, oui, si vous pouvez. Ouais. Attendez. C'est plus fort. L'image. Ah oui, d'accord. Bon. Parce que moi je suis au maximum là dans le... Voici un cerveau. Il y a 3 parties. Ah, c'est ça. En blanc, le néocortex. En vert, le limbique. Et en noir, le reptilien. Le néocortex est la partie du cerveau qui est réfléchie. C'est cette partie qu'on utilise pour apprendre, pour trouver des idées, pour penser. Sa capacité d'apprendre est infinie. Au milieu, on peut voir le cerveau limbique. Lui, il ne réfléchit pas. Il s'occupe des émotions. Quand on est joyeux ou motivé, il fonctionne comme un moteur qui aide le néocortex à travailler. Mais quand on a peur, qu'on est stressé ou triste par exemple, il enclenche une sorte d'alarme. Cette alarme est automatiquement repérée par le cerveau reptilien. Lui, il ne réfléchit pas non plus. Il doit nous maintenir en vie. Alors quand il entend une alarme, il se met en mode survie. Pour nous protéger, il a 3 solutions. La première, c'est d'attaquer. Mais à l'école, ce n'est pas toujours bien vu. Alors il utilise parfois la deuxième solution, qui est de partir le plus vite possible, la fuite. Quand on ne peut pas partir en vrai, on part parfois dans notre imagination. Et la troisième méthode pour nous protéger, c'est de tout bloquer. C'est pour ça que de temps en temps, quand on est stressé, on n'arrive plus à réfléchir, même si on avait bien appris. La seule solution pour nous libérer, c'est d'éteindre l'alarme. Quand l'émotion de peur ou de stress diminue, l'alarme s'affaiblit et le néocortex peut à nouveau fonctionner. Voilà, cette petite vidéo est utile déjà pour comprendre d'une manière plus que basique, mais qu'il y a plusieurs parties dans notre cerveau et que pour gérer le stress, qui est finalement la peur, il y a des questions à travailler au niveau de la partie la plus primaire. Parce qu'évidemment,
la peur d'une performance en public, on ne risque pas sa vie, ce n'est pas un risque réel, mais psychologiquement on l'interprète comme réel puisque c'est l'acceptation des autres par rapport au regard, etc. etc. Mais ça, voilà, dès qu'on commence à le cortiquer, les gens peuvent s'en emparer et pallier éventuellement à ce blocage qu'il peut y avoir pour certains que les fonctions exécutives ne marchent plus parce que tout se bloque dans notre cerveau. Voilà, c'était juste pour vous parler un peu de ce qui sera travaillé dans ces ateliers. Alors, du coup, mon travail sur le corps musicien va faire l'objet là d'un article sur un article de recherche sur le Frontiers, qui est un des magazines spécialisés en psychologie cognitive de la musique. Et c'est un travail sur la prise de conscience pour que vous voyez un peu comment ce travail a été fait. J'essaye d'aller relativement vite parce qu'il y a des choses plus importantes, mais quand même. C'était une étude pour voir qui visait trois objectifs. À voir quel est le degré de conscience que l'élève a sur ce qu'il fait, que l'élève sur les parties du corps qui sont mobilisées pour jouer quelque chose de très simple. Dans ce cas-là, j'ai choisi tout bêtement une gamme, c'est-à-dire quelque chose qui ne nécessitait pas une grande réflexion, quelque chose qu'ils peuvent jouer plus ou moins en pilote automatique. Oui, en principe. Et aussi affiner la sensation, une perception corporelle par rapport à des questions semi-guidées. Alors il y avait trois séquences. La première, je demandais à l'élève de jouer cette gamme sans aucune consigne. Après, poser la question déjà, quelle partie de ton corps tu as sollicité pour la jouer. Et après, une autre question en disant comment te sens-tu physiquement en le jouant. En général, pour cette première séquence, était la réponse, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. C'est d'ailleurs une déconnexion totale de ce qui se passait corporellement. Dans une deuxième séquence, maintenant on va refaire le même exercice, mais avec une consigne déjà. Tu essayes de te concentrer sur ton corps et tu vas me dire quelles sont les parties que tu sollicites en jouant. Automatiquement, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre au niveau de la prise de conscience. Alors il y avait des questions très, très variées et on a pu constater une corrélation entre l'âge et cette capacité de se connecter au corps. C'est-à-dire plus ils sont grands, plus facile c'était de connecter avec les sensations corporelles, et notamment à partir de la puberté. Et troisième séquence, que je l'ai fait pour des plus grands, on va dire, de pouvoir modifier soit le tempo, soit la nuance avec laquelle ils jouaient la gamme, et qu'est-ce qu'ils avaient fait corporellement pour pouvoir exécuter cet exercice tout à fait banal et simple de cette manière-là. Alors, voilà, les conclusions un peu de cette étude, ça a été ça, une corrélation avec l'âge, et aussi que uniquement le fait d'ouvrir un dialogue et d'avoir des entretiens sur ça, c'est la première porte à la prise de conscience corporelle, et que c'est très important parce que ça ouvre tout de suite un dialogue qui va aller vers cette perception des modes de fonctionnement de chacun. Ensuite, maintenant on va déconnecter un peu de ça qui est directement avec le livre, et je vais vous parler des questions un peu plus de fond. Le savoir de l'enseignant, on peut quand même le décrire aussi un peu comme un iceberg. Les élèves, enfin les personnes qui sont avec nous, voient qu'une infime partie de ce qu'on a accumulé comme savoir et comme expérience. Or, la partie qui est submergée est beaucoup plus importante, avec la réflexion que vous avez certainement dans la pédagogie, sinon je pense que vous ne seriez pas là non plus. C'est cette partie d'ici qu'on va nourrir, on va essayer d'apporter des choses, pas des choses qui sont simples. Ah tiens, je vais l'utiliser tout de suite, peut-être pas, mais en termes de réflexion, ça peut être intéressant. Alors, il y a un domaine maintenant émergent depuis une dizaine d'années qui se trouve à la croisée de la pédagogie, des neurosciences, tout ce qui touche la structure et le fonctionnement du cerveau, et de la psychologie, c'est-à-dire les comportements et processus sous-jacents
au fonctionnement du cerveau, qui s'appelle la neuroéducation. Pour la première fois, en 2007, l'OCDE a publié une étude très intéressante qui s'appelle Comprendre le cerveau apprenant, je pense. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours m'écrire, après je vous donnerai des liens. Mais qui a émis déjà c'était un rapport très très positif sur ce domaine du savoir et qui a pour l'instant eu des applications assez importantes dans le contexte de l'école. Or, dans les enseignements artistiques, il y a très peu de travaux qui essayent de relier ces différentes connaissances, mais en lien direct pour, si vous voulez, optimiser les méthodes d'enseignement. Mais mon travail s'inscrit dans ce registre. Alors là, je vous ai mis une question un petit peu, c'est un peu de la provocation, mais bon. Alors, la science, est-ce qu'elle aurait vocation à prescrire les modalités de formation? Pour moi, la réponse est évidemment non. L'enseignant a une connaissance empirique très 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 importante et ce n'est pas la science qui va lui dicter les manières d'enseigner. Par contre, il y a beaucoup de découvertes au niveau des sciences, des neurosciences notamment et de la psychologie cognitive qui peuvent éclairer la pratique de l'enseignant, qui peuvent confirmer peut-être déjà certaines hypothèses qu'il avait déjà, ou réguler la manière dont il va gérer, par exemple, les temps de concentration des élèves, surtout beaucoup de choses qui sont liées au processus attentionnel et au processus de mémorisation, et également à la créativité. Alors, je vois que le temps passe, mais je vais essayer d'être concise pour vous parler un peu de ces trois aspects-là, des processus attentionnels, de la mémorisation et des modes d'attention liés à la créativité. Alors, juste pour savoir de quoi on parle quand on dit sciences cognitives, les sciences cognitives s'intéressent à ces fonctions mentales, ce qu'on appelle les fonctions supérieures, enfin raisonnement, langage, perception, mémoire, émotion et motricité, etc. C'est parce qu'aussi la communication dans le cadre des concerts, c'est quelque chose qui relève aussi des sciences cognitives. Mais bon. Elles étudient d'un côté les mécanismes psychologiques, mais aussi les mécanismes biologiques qui les rendent possibles, c'est-à-dire tout ce qui touche la génétique et le système nerveux. Elle s'inspire des programmes de recherche en psychologie expérimentale, c'est-à-dire quand on parle de la loi de Pavlov, par exemple, là on était à fond dans la psychologie expérimentale, c'est-à-dire comment on réagit à certains stimuli, mais évidemment au fil du temps, et notamment avec tous les progrès technologiques de la résonance magnétique, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui en imagerie, le grand développement de la psychologie cognitive vient à partir des années 80. Alors quand on parle de ces fonctions mentales que je vous ai citées ici, mais en rapport avec la pratique de la musique, on parle de cognition musicale. Alors, il faut dire que les études sur le cerveau musical sont assez à la mode, et on peut se demander pourquoi, mais c'est parce qu'on est, disons comme cobaye, on est vraiment magnifique, puisque la pratique de la musique est structurellement très très riche, aussi bien qu'au niveau émotionnel, mais aussi parce qu'elle permet d'explorer des dimensions de créativité, et ça intéresse beaucoup l'intelligence artificielle, des capacités relationnelles et sociales. Alors, là, juste pour que vous ayez un peu une image voilà, je vais dire pour le fun, mais bon, du cerveau. Vous savez que le cerveau est divisé en lobes, et les fonctions sont un peu reparties par rapport aux différents lobes. Mais cette idée, je vais vous citer aussi aujourd'hui certains neuromythes qu'il faut maintenant bannir. Le cerveau droit l'hémisphère droit fait quelque chose, le gauche est le côté rationnel. Ça, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, tous les travaux en imagerie ont démontré, notamment les travaux qu'on appelle sur la connectivité fonctionnelle, qui explorent comment le cerveau fonctionne en faisant une activité, c'est que ces fonctions sont souvent croisées dans différentes aires cérébrales.
Il n'y a pas que, par exemple, si vous regardez ici la mémoire, bon, je ne trouve pas ma petite souris, c'est pas grave. Dans le côté bleu, le lobe frontal, ça si vous regardez le cerveau, ça c'est notre front, et la partie violet, c'est le cervelet, c'est la partie arrière. Il y a toutes les fonctions exécutives, la partie la plus rationnelle et surtout la partie frontale, mais pas uniquement, parce que vous retrouvez après pour la vitesse de traitement de l'information aussi le lobe pariétal qui va collaborer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce n'est plus vrai, on a 2 hémisphères et chacun fait son travail. Non. Là, je l'ai mis autrement, par rapport au type de tâches, les parties du cerveau qui sont activées. Et après, j'ai mis aussi la description. Qu'est-ce que c'est que l'attention, par exemple? La capacité d'atteindre un niveau d'éveil qui va être suffisant afin de pouvoir se concentrer sur diverses situations. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est exclusivement géré par la partie frontale de notre cerveau. Alors, quelques recherches qu'on trouve dans la cognition musicale, c'est la perception des structures musicales, des questions de perception auditive, que ce soit la reconnaissance de hauteur, des timbres, enfin. Après aussi, des questions plus des traitements vraiment de l'information, comme comment le cerveau humain détecte les phrases musicales. Il y a pas mal de travaux sur ça. Beaucoup sur la motricité, après la théorie de Lehmann sur la cognition incarnée, je vous ai un peu parlé. Beaucoup sur musique et émotion, grâce aux travaux de Damasio. Et beaucoup de travaux qui sont directement liés à la pratique instrumentale. Mais comme vous pouvez voir ici, la plupart des travaux portent sur la perception, la motricité ou les émotions. Et il y a très peu de travaux qui s'intéressent à comment la pratique musicale des personnes expertes, que ce soit artistes, enseignants, fonctionne au niveau cognitif. Alors, les travaux se situent là, comme d'autres évidemment. Mais je vais juste entre parenthèses dire que les musiciens experts fonctionnent un peu au niveau corporel comme des athlètes de haut niveau. Ce que nous demandons à notre corps est très exigeant. Or, quand j'ai parlé du livre, c'est vrai que dans le monde du sport, il y a eu beaucoup de recherches qui abordent les questions de visualisation, par exemple, de l'efficacité du geste et comment il est géré. En musique, il y en a beaucoup moins, mais surtout, c'est que la question corporelle, les athlètes sont très entourés, il y a des coachs pour tout, et les musiciens sont un peu laissés un peu à leur sort, et ils s'en occupent en général quand ça ne va pas. Alors, là, j'ai repris des choses très fondamentales, mais qui me semblent importantes. C'est de savoir que la musique modifie notre cerveau, aussi bien sur le plan fonctionnel que sur le plan anatomique. Dès la naissance, les bébés, ça c'est des travaux de Stanislas Dehaene, qui préside d'ailleurs la commission au conseil de notre ministre de l'Éducation. Je pense qu'il dit des choses qui ne sont pas tout à fait, je parle du ministre, qui ne sont pas toujours pertinentes, mais au moins il a décidé de s'entourer des personnes pour là où il y a une expertise qu'il a pensé que c'était important au niveau de l'école. Alors, ce travaux de Dehaene et aussi de Lambrets ont démontré que le bébé, à la naissance, reconnaît déjà la voix de la mère, reconnaît la voix d'une maman inconnue, ce qui veut dire qu'il détecte parfaitement la langue maternelle. Il peut faire la différence entre la langue maternelle et une autre langue, même une langue, par exemple si c'est le français, même par rapport à une autre langue latine. Et aussi, ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont excitées avec la musique. Comme vous voyez là, ils ont utilisé Mozart, là c'est un grand classique parce qu'il y avait déjà eu ces études sur l'effet Mozart qui ont fait pas mal de bruit dans les années 80. Mais c'est quand même très très important, sans aller plus dans le détail, de savoir que l'enfant à la naissance a déjà les mêmes zones
pour le traitement du langage et de la musique que l'adulte, qui sont excités avec un certain stimuli. Je vais dire aussi que ça c'est à la naissance, mais il faut savoir que l'oreille est formée, et elle est complètement formée à 24 semaines de gestation, c'est-à-dire in utero. Et quand je dis que l'organe est complètement formé, c'est que l'oreille d'un bébé de 24 semaines fait la même taille que notre oreille interne, c'est-à-dire elle est complètement formée. Et c'est le seul organe du corps qui est à maturité à ce moment-là de la gestation. Ça veut dire que l'oreille, l'écoute va être la première fenêtre perceptive au monde pour l'être humain. Et ça commence bien avant la naissance. Évidemment, ils entendent très bien, quand je dis très bien, elle est filtrée évidemment par le liquide amniotique, etc., mais ils entendent très bien la voix de la mère. C'est pour ça que juste à la naissance, cette voix-là, pour eux, c'est la voix qu'ils ont entendue depuis ces 24 semaines. Mais ils entendent aussi beaucoup de sons de l'extérieur qui sont filtrés par la paroi abdominale et aussi par tout le liquide amniotique. Mais ça, c'est important à savoir parce que voilà, vous avez une communication réelle par l'écoute avec le bébé avant la naissance. Alors, il y a deux notions qui sont super importantes pour les enseignants dans une perspective éducative. C'est les périodes sensibles, c'est-à-dire des moments du développement de la personne, enfin de l'enfant, auquel le cerveau va présenter une perméabilité totale, une grande réceptivité pour certaines stimulations. Il y a une espèce de fenêtre comme ça, au moment de l'acquisition du langage, autour les premiers mots, 11 mois, 13 mois, par là, à 4 ans et à 7 ans, cette grande plasticité cérébrale, c'est l'autre point que je vais évoquer maintenant, va décroître de manière significative. C'est-à-dire qu'il y a une autre période sensible qui est autour de 7 ans. C'est important parce qu'il y avait la théorie de Piaget qui parlait des étapes de développement comme un escalier qu'on monte et de manière graduelle. Or, les travaux des années 90, tout en étant d'accord avec la théorie de Piaget, a montré que le développement ne se fait pas d'une manière linéaire et régulière, mais par à coup. Vous voyez souvent d'ailleurs avec les élèves que parfois on a l'impression qu'ils régressent et du coup il y a une espèce il y a un bond, où il y a des moments, il y a un déclic qui se fait et après ça peut aller très très vite. Bon, ça a une raison d'être par rapport à ces périodes et ces processus d'un point de vue de la maturation du cerveau. Alors la plasticité neuronale, c'est une des découvertes majeures des sciences cognitives des 20 dernières années. Parce qu'à l'idée que certaines capacités sont uniquement des capacités innées, on a démontré scientifiquement que le cerveau est un système dynamique et qu'il est en perpétuelle reconfiguration. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps en train de créer des nouveaux circuits par l'apprentissage ou par rapport à certaines stimulations dans l'environnement, et que ces circuits vont devenir permanents s'ils sont retravaillés après. Ça, je vais vous l'expliquer, ça me paraît très important dans l'apprentissage de la musique. Alors, l'étude de l'OCDE que je vous ai citée avant par rapport à la neuroéducation, une partie de cette étude disait qu'un 50% de la population adulte pensait que l'intelligence est une donnée acquise à la naissance et que, voilà, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Alors, cette découverte sur la plasticité du cerveau est une entaille très importante à ces sentiments de fatalisme qui dit bon, c'est comme ça, c'est pas, peu importe ce que tu vas faire, ça ne changera pas. Ce n'est pas vrai. C'est la même chose pour l'éducation de l'oreille. Il y a des enfants qui peuvent avoir de manière innée une très bonne oreille et même une oreille absolue, mais ça ne veut pas dire que les enfants qui ne l'ont pas, ils ne peuvent pas arriver à avoir, peut-être pas absolue, une oreille relative qui va être aussi performante. Pour aller un peu plus en détail sur cette question de plasticité, si on s'en va au niveau cellulaire,
Vous avez ici le dessin d'un neurone, c'est les cellules nerveuses. Il y a le corps cellulaire, le noyau, et après, à partir de cette colonne vertébrale de la cellule, l'axone, se termine toujours par des petits filaments qui s'appellent les synapses. C'est par les synapses que les neurones vont se connecter entre eux. Alors, l'apprentissage va reposer sur cette plasticité des circuits, c'est-à-dire la capacité de neurones à modifier de manière durable la transmission synaptique. La manière dont ça fonctionne, c'est que par nos sens, les cellules sont excitées de manière électrique et elles vont se relier entre elles par un processus. Elles sécrètent des protéines, c'est ce qu'on appelle la myélinisation. Elles vont sécréter comme une sorte de colle, des protéines qui vont permettre aux synapses d'une cellule à se connecter aux synapses de la cellule voisine. Alors la théorie de Hebb a défini ce processus, c'est-à-dire que les neurones qui vont s'activer ensemble vont se relier, vont se coller entre eux et vont former un nouveau réseau. Alors, ce qui est très très important, c'est que c'est la répétition qui va créer ces circuits, mais surtout qui va les rendre permanents. Ça, ce sont les découvertes de fil dans les années 2000, dans l'année 2005 concrètement. Vous avez ici, j'ai repris un peu comment ça marche. Ça, c'est pas un dessin, c'est une vraie photo. Par un éclairage, un rétroéclairage, cette photo a obtenu un prix de Cerveau&A. Mais ça marche comme ça. Disons qu'on a, nous, une activation sensorielle qui va passer par le système nerveux jusqu'à notre cortex. Là, on va traiter les informations, les cellules vont s'activer entre elles, et il va y avoir une réponse, que ce soit un mouvement, une réaction interne, une image mentale, etc. Alors, ça, c'est directement lié avec les automatismes, et les automatismes sont clés dans notre pratique, puisque s'il y a quelque chose qui est très robuste au niveau de la mémoire du musicien, c'est la mémoire kinesthésique, la mémoire procédurale, c'est-à-dire tout ce qui est lié au mouvement corporel. Alors, les automatismes, on les crée avec 3 étapes, si on décortique un peu de ce point de vue des sciences cognitives. Il y a une étape cognitive, c'est-à-dire qui va être le moment où cette nouvelle compétence, ou la nouvelle tâche, va se mettre en route et va développer un programme moteur. Après, il y a une étape associative où cette nouvelle compétence va commencer aussi à éveiller toute une série de sensations qui sont liées à l'exécution du geste. Pardon. Oh, j'ai passé trop vite. Pardon. Et la dernière, pardon, est-ce que ça va marcher? Non, c'est pas grave. Et la dernière, c'est l'étape autonome, c'est-à-dire c'est le moment où ces automatismes se sont ancrés et vont commencer à nécessiter beaucoup moins d'efforts conscients de notre part. Et c'est ce qu'on appelle passer le traitement du devant du cerveau vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il y aura tout ce qui est partie consciente qui sollicite la partie frontale de notre cerveau. Quand elle s'automatise, elle va passer progressivement à notre cerveau plus primaire aussi et va libérer automatiquement la capacité de nous concentrer sur d'autres choses tout en exécutant très très bien cette tâche qui est devenue automatique. Alors, les plus des automatismes, c'est que le programme moteur peut fonctionner un peu en pilote automatique et ça peut libérer, comme je vous disais, d'autres ressources pour nous concentrer, je ne sais pas, par exemple la musique de chambre, sur des questions de communication avec les partenaires, sans pour autant perdre le fil de ce qu'on est en train de faire. L'accès à une pensée divergente, je vais vous en parler tout de suite. Et après, la gestion du discours pendant l'exécution. Après, il y a quand même des points un peu peut-être moins positifs dans les automatismes, c'est que
des gestes qui au départ se sont installés d'une manière qui est peut-être pas morphologiquement la meilleure pour notre corps, comme c'est une mémoire particulièrement robuste, ça va laisser une trace très solide et du coup ça va être très difficile de modifier. Alors, un peu la conclusion de ça, c'est que c'est très important de donner les bonnes indications au début, notamment en termes de posture, de gestuelle, parce qu'il y a des couplages qui vont se mettre en route très très vite et que après, s'il y a des choses à changer, vous savez à quel point c'est difficile de pouvoir les modifier. Alors, compte tenu de l'heure, je pense que je vais passer. Je vous avais préparé toute une série pour l'impact de la musique sur le cerveau au niveau de ce qui se modifie ou pas, mais je pense que c'est quand même moins important que ce que j'aurais envie de vous dire après, sinon. Peut-être ça c'est relativement rapide. Alors, on va faire un test, si vous voulez bien, ensemble. Est-ce que c'est un test sur les modes d'attention? Vous avez ici, vous devrez repérer le nombre de passes qu'il va y avoir entre des joueurs qui sont habillés en blanc. Et vous devez les compter. Après, on s'arrête et on va les compter. Hein, et vous me dites combien de passes il y a eu entre les joueurs qui ont en haut blanc. On compte. Essayez de retenir. Alors, combien de passes vous avez compté? 14. Alors, réponse correcte, c'était 15. Mais est-ce que vous avez vu passer un groupe? Oui. Tout le monde l'a vu? Non. Or, il a passé lentement, il s'est bien montré. Ça, c'est un test qui est... Enfin, c'était un peu le premier, alors du coup, il y a pas mal de personnes qui le connaissent déjà. Mais, moi, vraiment, la première fois que je l'ai fait, je ne l'ai pas vu, mais du tout. C'est-à-dire que ça montre à quel point notre attention, quand on se concentre sur une tâche, elle est sélective. Et notre cerveau va écarter tout ce qui n'est pas important pour exécuter cette tâche. Alors, savoir que l'attention, c'est le premier pilier de l'apprentissage. Sans pouvoir captiver l'attention d'un apprenant, rien ne passe. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui vont déterminer. Mais au départ, c'est ça. Alors, l'attention va nous permettre de sélectionner, comme vous avez vu avec cette expérience du test, ce qu'on doit traiter. Alors, à nouveau, avec cette perspective de sciences cognitives, on fonctionne avec 3 étapes. La première, l'étape d'alerte, ça serait ma consigne. On va faire un test et on regarde la vidéo. Ça donne un cadre déjà. Après, l'orientation, ça va être spatial, c'est-à-dire on va donner une tâche à faire. Vous regardez que ceux qui sont en blanc. À nouveau, ça focalise encore plus votre attention. Et après, il y a un contrôle exécutif, c'est-à-dire que vous allez vous positionner et tout mettre de manière tout à fait intuitive dans votre corps en fonctionnement pour exécuter cette tâche et le faire très bien. Alors, peut-être ce que je vous disais, le plus grand talent d'un enseignant va consister à pouvoir canaliser avec un temps de cours que nous avons qui est très très court. Parce que je ne sais pas si c'est le cas dans vos conservatoires, mais au 6e, on a encore les cours de première année de 20 minutes. Ce qui existait autrefois, oui. Pendant 4 années, il n'y avait pas d'initiation, il y avait 4 premières années. En fin de commission, il y avait 20 minutes de cours avec les élèves. Et ça marchait. Oui, ça marchait. Voilà, on essayait de faire avec. Alors... Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on avait fait un résultat par la suite avec les élèves. Oui. Ce que je veux dire, c'est que comment on gère ce temps-là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, il faut quand même planifier les choses, et notamment comment on gère l'attention de l'enfant. Notamment, j'ai 2 élèves dans ma classe qui sont assez hyperactives, et là, la manière dont on va gérer ce temps est capitale, autrement on ne fait rien. Bon, alors,
On va faire un autre petit test, si vous veut bien marcher, parce que je vois qu'il y a des choses qui se chevauchent un peu. Alors, l'attention est directement liée à un autre concept, c'est le concept de l'inhibition. On va tous le faire ensemble, ce test, mais par contre, je voudrais un volontaire qui le fasse à haute voix, qui veut le faire à haute voix. Oui, c'est pas